Et de retour dans ce 18h15, et vous savez, le lundi, vos parlementaires face à la rédac avec notre invitée ce soir, Marietta Caramondi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes députée de la 2e circonscription de la Sarthe. Alors vous êtes membre de la commission des lois, de 3 autres commissions, de 31 groupes d'études, secrétaire d'une mission d'information sur le Brexit. Première question, est-ce qu'une semaine de 7 jours, ça vous suffit ? Une journée de 24 heures, ça ne me suffit pas. Mais il faut quand même rectifier. Je suis membre d'une commission permanente qui est les lois et membre de la commission des affaires européennes. C'est là où il y a l'essentiel de mon travail et bien sûr en séance. Oui, c'était ma deuxième question. Enfin, la deuxième question. Qu'est-ce qui prend le plus de temps dans le travail parlementaire entre ces commissions, le travail parlementaire, lui, les séances publiques, plus les groupes d'études, parce qu'il y a beaucoup de groupes d'études. Alors, les groupes d'études, il faut savoir que c'est des groupes qui permettent d'aborder régulièrement des thématiques qui peuvent intéresser la population, nos concitoyens, les parlementaires, etc. Donc, c'est un petit peu une sorte de formation. Ça permet de s'informer en fait sur des sujets précis. Avoir des documents et avoir finalement des points de vue qui viennent au fur et à mesure. Donc, c'est plus finalement comme si on lit notre journal. Voilà. Moi, je le vis comme ça, parce qu'on découvre, on peut avoir un essai, on peut avoir un universitaire qui peut venir parler, etc. Mais l'essentiel vraiment du travail parlementaire, c'est vraiment le travail en commission, le travail d'amendement, le travail de proposition, défendre les points de vue, en commission et en séance. Et pour les défendre, il faut s'inspirer du terrain. Et effectivement, régulièrement, je rencontre, selon les thématiques, les personnes, les acteurs aussi locaux qui puissent me donner leur point de vue. Tout à l'heure, d'ailleurs, je partirai ce soir visiter un centre d'accueil, le centre Neuguès. D'accord, qui s'occupe des migrants notamment, au Mans. Des réfugiés. Et des réfugiés en général, oui. C'est votre 3e mandat, le 2e dans l'opposition, dans un groupe très minoritaire. Il y a eu retour à l'opposition, groupe minoritaire. Qu'est-ce que ça change au quotidien, dans votre travail de député? C'est un peu nouveau ce que vous expérimentez là en ce moment. Ce qui change finalement, c'est le nombre. 31. 31, donc c'est un petit groupe, avec donc des inconvénients et des avantages. Si je peux parler d'avantages, mais les inconvénients, c'est que tout simplement, c'est petit, donc ça vous demande beaucoup plus de travail. Parce qu'on vous répartissez les tâches, c'est ça? On est moins nombreux pour le même nombre de tâches qui existent pour un grand groupe. Donc voilà, il faut donc travailler encore plus, je dirais, pour pouvoir porter la voix. Et deuxième élément, il y a aussi un avantage dans le sens où, et peut-être c'est quelque chose que les majorités devraient réfléchir, c'est que c'est un groupe où on peut parler, où la parole est beaucoup plus libre, où effectivement on n'a pas tout le temps le gouvernement, où vraiment c'est un travail parlementaire et on discute beaucoup et on tranche collectivement. Et ça, c'est important. Ce qui a manqué peut-être aussi précédemment. En Sarthe, c'est 5 députés, 3 sénateurs. Le gouvernement propose de réduire les parlementaires. Vous êtes opposé à cette proposition de loi? Je suis opposée parce que, je vais vous dire honnêtement, j'ai plutôt la réputation d'être une parlementaire qui travaille, qui est présente sur le terrain, qui assure aussi au niveau national. Et je dirais que quelque part, passer pour la Sarthe, par exemple, de 5 députés à 2 députés, voire éventuellement 3e, ça veut dire qu'on fait des circonscriptions de plus de 270 000 personnes. Comment voulez-vous avoir une proximité, un travail de terrain avec un territoire aussi grand et un nombre d'habitants si important? Ça veut dire, et quand on écoute un peu nos concitoyens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils veulent la proximité, ils veulent parler avec leurs députés, ils veulent lui dire aussi ce qui va, ce qui ne va pas. Et si effectivement on garde que des députés à Paris, enfermés dans leur bureau et dans l'hémicycle, ils sont coupés de la réalité et je pense que ça c'est une mauvaise chose pour la démocratie. C'est un faux sujet, celui de réduire le nombre de parlementaires. C'est un faux sujet, oui. Je pense qu'on peut faire toujours des efforts dans l'organisation, etc. Le vrai sujet, c'est quel pouvoir il a le Parlement. Il n'aura pas plus de pouvoir. Si par exemple, si on veut un vrai parlementarisme, c'est poser la question, est-ce que le président garde le droit de dissolution? Est-ce que le Premier ministre est élu, est nommé par le président ou est-ce qu'il est élu par les parlementaires? Oui, c'est aussi la question de la proportionnelle. C'est la proportionnelle qui n'est pas forcément, on sait très bien comment ça se passe les proportionnelles, c'est souvent les partis politiques qui décident pour des années. Le travail parlementaire, c'est souvent le grand écart, vous le disiez, entre les sujets nationaux et les sujets locaux. Alors, les sujets nationaux dont on va parler, c'est l'immigration, la directive sur la protection des infos commerciales ou encore les sujets locaux comme le train. Hein.
c'est compliqué de faire ce lien. Alors vous avez l'habitude déjà, mais est-ce que il faut une habitude, il faut absolument s'articuler entre le terrain, des sujets très locaux et des sujets qui peuvent vous amener très loin? Je dirais que c'est pas une question, enfin si je peux me permettre, c'est pas une question d'habitude, c'est une question de volonté. Alors c'est vrai qu'il faut jongler. Effectivement, entre les agendas, etc. Mais je pense que c'est utile. Exemple, sur les questions, par exemple, de l'asile, dont on a parlé la semaine dernière et on va parler la semaine prochaine. Il était essentiel d'aller voir les services de la préfecture, voir comment ils travaillent, comment ils accueillent, quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontés les personnels de l'État. Premier élément. Voir ce soir, par exemple, un centre qui accueille des réfugiés la nuit, comment fonctionne, quelles sont les difficultés, qui sont ces hommes et femmes et enfants qui viennent, et quelle est leur histoire. Donc, du coup, c'est le terrain et le national qui doivent se confronter et pouvoir finalement parler. Demain, par exemple, j'aurai un rendez-vous avec monsieur le ministre de l'Intérieur et je lui parlerai de la Sarthe, je lui parlerai des moyens dont on a besoin, y compris pour nos forces de police, si on veut à la fois être responsable et solidaire et humain. C'est ça que vous allez défendre, les moyens des forces de police au ministre? Non, ce que je veux défendre demain, par exemple, c'est d'avoir un système Eurodac directement dans la Sarthe, puisque la Sarthe et Le Mans, c'est la première gare après Paris. Donc, si on veut avoir les moyens de contrôle également, il faut aussi qu'on puisse accéder directement et rapidement sur ces fichiers. Deuxième élément, on a besoin d'accueil de jour. Donc, voilà, j'ai proposé à ce qu'on puisse travailler avec les associations pour ceux qui relèvent de ces droits-là, de pouvoir être accueillis et accompagnés correctement par les associations et les services de l'État. Il y a justement l'accueil de jour s'est mis en place depuis la semaine dernière, enfin, avec ce projet en Sarthe. Mais qui n'est pas généralisé. Non, c'est ça, mais au Mans, avec deux lieux d'accueil sur une même journée. Les associations qui avaient milité pour un accueil de jour décent sont toujours opposées à ce type d'accueil. Est-ce qu'il faut un seul lieu pour l'ensemble des familles sur toute une journée pour éviter les mouvements qui peuvent parfois être compliqués? Il faut avoir... Aujourd'hui, il faut dire que ça n'existe pas dans la loi, d'accord? Et que ce qui nous a annoncé le ministre, il le prévoit pour l'avenir, c'est-à-dire des structures qui permettent d'accueillir humainement, correctement les personnes qui ont des droits. D'accord? On parle pas d'immigration irrégulière. On parle vraiment d'une migration avec des droits, des réfugiés qui sont en procédure d'asile. D'accord? Donc on parle de choses vraiment concrètes. Et ça, c'est une proposition que nous avons faite, mais qui va être étudiée pour l'avenir. Alors, ce qui s'est mis en place, et c'est déjà bien, avec la volonté de la préfecture et le travail qui est à saluer de la mairie, de monsieur le maire et de Yves Calippe, qui ont vraiment, en responsabilité aussi, répondu aux besoins de solidarité. Concernant l'étude du projet de loi sur l'immigration, vous preniez la parole en commission. Je vous propose d'écouter un extrait sur la question des mineurs en centre de rétention. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies ont affirmé le droit de tout enfant de ne pas être placé en détention pour des motifs d'immigration et recommandé que tout type de détention d'enfants liés à l'immigration soit interdit dans la loi. La France a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Un commentaire? Ce genre d'intervention, voilà, vous pointez, on a passé qu'un petit extrait. Personne, quelles que soient nos opinions politiques, quelle que soit l'idée qu'on a de l'immigration, de ce qui se passe aujourd'hui au monde et en Europe et dans notre pays, personne ne peut accepter que des enfants soient en centre de rétention. Ce n'est pas leur place. Voilà. Ce n'est pas leur place. Pourtant, c'est de dire que les mineurs... Eh bien, il y a une confusion, et c'est là où on n'est pas d'accord. Et je pense que de tout bord politique, je dirais, ceux qui partagent un petit peu à la fois responsabilité et humanisme sont d'accord avec ce que je posais comme question. On est condamné régulièrement et c'est pas normal. Voilà. Donc il faut des structures qui accompagnent et qui permettent le temps nécessaire d'examiner leur dossier et pouvoir finalement apporter une réponse, oui ou non. Là, vous faites un travail d'opposition. Je me souviens, au moment des élections et un peu après, vous disiez que vous alliez être dans une posture d'opposition, mais constructive. Est-ce que vous avez pu expérimenter cette constructivité peut-être de cette construction de l'opposition? Bien sûr. Alors, ici, nous avons une opposition. On n'est pas d'accord sur la manière dont on aborde ce sujet parce que ce texte-là ne résout rien. Il faut rappeler quand même que tous les 2 ans, on a un texte. Donc, c'est pas normal, il y a quand même un problème. D'ailleurs, je ne suis pas la seule, y compris au sein même de la majorité, il y a des désaccords. Il y a après, tous les textes ne sont pas comme celui-là.
Nous avons pu travailler également sur des harmonisations qui ont été apportées par l'Union européenne, qu'on a soutenues. Nous avons aussi porté des propositions qui ont été reconnues. Donc, et moi, je crois que depuis le début, depuis maintenant 9 mois à peu près, j'ai été dans une position qui affirme des valeurs, qui affirme aussi des positions et des idées, mais qui propose également. Et certaines propositions, quand elles sont prises, oui, on est d'accord. Et quand on n'en est pas d'accord, ben effectivement, on vote et on dit qu'on est comme les lanceurs d'alerte. Je considère qu'aujourd'hui, sur les lanceurs d'alerte, le travail qui est fait par les associations, par les ONG, par les journalistes, sans eux, on n'aurait pas su la faire Mediator. Donc il faut aussi qu'ils soient protégés pour qu'ils puissent continuer à alerter la population. Vous avez fait une intervention sur ce sujet-là en commission, en séance publique, je ne me rappelle plus. Un autre extrait, je vais vous proposer d'écouter, là pour le coup, ça illustre la partie locale. Vous utilisez l'exemple de la ligne Caen-Le Mans-Tours pour parler voilà, de ces lignes qui peuvent disparaître. On vous écoute. Son potentiel est évident. Pourtant, sa suppression est évoquée. Le service est lui-même mal calibré et parfois mal assuré, ce qui évidemment concourt au peu d'attrait qu'il a sur les passagers. Si l'indemnisation des usagers devrait être améliorée, ce sera au prix d'une réduction forte des heures d'ouverture des guichets, évaluées sur toute la région à 99 000 heures sur 3 ans. Vous avez des réponses ? Alors, la question que j'ai posée, il y avait une double question. C'est à la fois donner une orientation. Est-ce que le gouvernement veut donner une orientation forte en termes de services publics et de transport collectif? Ça, c'est quand même un élément important. Et ces lignes jouent un rôle essentiel. Et la deuxième question, c'était de voir est-ce que finalement le gouvernement va vérifier que les accords qui existent entre les régions, et on est concerné par plusieurs régions sur cette ligne-là, et les accords avec la SNCF vont être bien respectés parce que chaque région n'a pas le même intérêt. Donc, et là-dessus, puisque j'avais rencontré également le Premier ministre quelques jours précédents, cette question était en déplacement au Mans, j'ai profité de lui poser la question, qui m'a assuré qu'il vérifierait effectivement que ces accords entre les régions et les SNCF respectent bien ce cahier de charges. À suivre. Allez, très rapidement, une réponse. Votre commentaire sur le mouvement à la SNCF aujourd'hui. Vous êtes côté cheminot, côté usager, côté gouvernement? Je suis confrontée concernée par les deux, puisque je suis usager tout d'abord, hein, et je défends ce service parce qu'il est essentiel, y compris pour notre département et notre ville, qui a connu quand même un essor essentiel avec l'arrivée du TGV. Ça, c'est un élément important. Aujourd'hui seulement, c'est une entreprise qui a manqué, pour diverses raisons, un certain nombre d'investissements nécessaires dans le maintien des lignes, dans l'amélioration des dessertes, et il a tout misé sur l'arrivée de la grande ligne. Moi, je dirais, le LGV, j'ai toujours été, et ça remonte à quelques années, je me suis opposée au contournement du Mans, et je me suis opposée à cette nouvelle ligne parce qu'elle n'était pas nécessaire, elle n'était pas utile, et qu'on aurait pu utiliser avec le pendulaire les lignes anciennes et garder cet investissement de quelques milliards quand même sur les lignes existantes. On n'a pas été entendu, quelquefois même, on était même très très critiqués parce qu'on s'opposait. En un mot, Olivier Faure sera meilleur que Stéphane Le Foll à la tête du PS ou pas? Alors écoutez, la question ne se pose pas comme ça. Je pense que Olivier Faure et Stéphane Le Foll et d'autres auront besoin toujours de travailler ensemble pour construire des idées, des nouvelles idées et les proposer à la confiance de la population. 2020, c'est demain. Est-ce qu'une femme à la tête de la mairie du Mans, ça vous conviendrait? Écoutez, quand les femmes sont aussi aux manettes, quand les femmes aussi peuvent porter cette voix, bien sûr que c'est possible et on peut l'imaginer. Ça pourrait être vous Je pense que si la population le souhaite, oui, je me sens prête, mais ça ne se fait pas comme ça tout seul. Nous avons un maire qui est aux manettes, je dirais, qu'il essaie de faire pour le mieux pour ses concitoyens, avec une équipe. Après, effectivement, il faut préparer la suite. Merci et la nouvelle étape d'avoir été notre invité. Vous reviendrez sur le plateau. Et peut-être féminine cette fois-ci. Et bien sûr. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Merci.